Bonsoir à tous, bienvenue au débat sur E-Télé en direct du studio François-Xavier Noumont. Aujourd'hui, nous parlons de la régulation des médias. Alors que la HAC a sollicité une augmentation de son budget 2025 avec une hausse de 34%, soit une dotation de 1,3 milliard de francs CFA, l'enjeu est de taille. Quels seront les impacts de cette décision sur le budget 2025? Nous en parlons ce soir avec nos invités. À ma gauche, Théodule Roussa. Bonsoir Maël, bonsoir le plateau, bonsoir aux téléspectateurs. À ma droite, Andrien Tchomakou. Bonsoir, merci d'avoir répondu présent. Bonsoir Maël, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette émission. Julio Tometier également est avec nous sur ce plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir à toutes et à tous. En 2024, le budget de la RAC était de 2,3 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, une hausse est sollicitée pour 2025. Cette demande est-elle justifiée? Ma première question s'adresse à vous, Julio Tometier. Je ne peux pas, prétester de la justification ou non, parce que je ne suis pas dans la peau de l'autorité de régulation qui est, le président Édouard Locaux. Comme vous l'avez dit tantôt, il a débattu devant la commission budgétaire il y a quelques jours le budget de l'institution qui s'élève à un peu plus de 3 milliards en tenant compte du cadre budgétaire du ministère de l'économie et des finances. Cette hausse est logiquement, à l'entendre, en fait, 3,104 milliards 3 milliards 104 millions ne lui sera pas suffisant parce que il sollicite en fait hors cadre budgétaire un peu plus de 600 millions d'une certaine façon. En fait, c'est tenant compte des défis de l'autorité de régulation aujourd'hui qui se sont trouvés plus accrus. La RAC, comme vous le savez, instituée par la Constitution en ses articles 24, 56, 142 et 143, a pour rôle la régulation de la presse, le contrôle. Et après, on lui a attribué en fait la distribution des fréquences. Donc en fait, l'arbitrage en matière de distribution des fréquences. Il faut dire que le travail journalistique ou le travail de la presse s'est métamorphosé en fait ces derniers temps, bien entendu avec le développement des technologies de l'information et des technologies de l'information et de la communication. De sorte qu'aujourd'hui, nous avons des journaux beaucoup plus digitalisés. Est-ce que tous les intervenants remplissent les conditions? Est-ce qu'ils sont formés au même titre que le fonctionnement de la presse tel que c'était? Comment faire pour contrôler au mieux cette presse qui se développe en fait de manière accrue? La RAC doit se doter de nouveaux instruments. La RAC doit se doter de nouvelles compétences. La RAC doit se doter de nouveaux mécanismes de contrôle et de régulation pour en fait mettre quelque peu les acteurs dans le sillage qu'il faut. Parce que, dit-on, le journalisme est une âme que chacun a tendance à vouloir détenir. Donc, nécessité donc de réguler et de trouver les formes de régulation qui s'adaptent à l'évolution du métier. Donc, pour revenir à votre question, je dirais oui, d'accord, la RAC a besoin de plus de moyens pour faire face à ces nouveaux défis. Et donc, brillamment, il a défendu son budget. Je pense que les prochains jours nous édifiera sur l'ensemble, en fait, du vote de ce budget-là. Et nous allons suivre vous avec nous, le fonctionnement de la RAC en 2025 pour voir si, en fait, l'utilisation de nos ressources a été véritablement orientée vers les objectifs et les défis qui ont été énumérés par le président de l'institution. Alors, Adrien Tchomakou, comment évaluez-vous la demande de 1,3 milliard de francs CFA supplémentaires sur le budget? C'est quand même normal, vous savez, si vous prenez la mandature présidente de la RAC, vous venez de le dire, qu'il y a pour cette fois-ci maintenant une augmentation de 34%. C'est normal, d'autant plus que c'est complètement vers la fin de la mandature de l'équipe sortie que la RAC a attribué des fréquences que la RAC a, d'une manière ou d'une autre, donné des autorisations
à une vingtaine d'organes en ligne. Et vous savez, si nous prenons aujourd'hui le monde médiatique, c'est-à-dire le numérique prend de jour en jour du pas sur l'analogie. Et qu'on veuille ou pas, il faut former les jeunes journalistes. Il faut former des journalistes, puisqu'on ne finit jamais d'apprendre. Il faut que les gens soient informés. Il faut que les gens sachent à quoi s'en tenir. En réalité, la HAC a deux missions phares. La première mission, c'est de protéger tout professionnel des médias. La deuxième mission, c'est de réguler la presse, de réguler les médias. Et aujourd'hui, nous sommes face à une floraison d'organes en ligne, puisque le numérique bat son plein. Et aujourd'hui, la HAC, d'une manière ou d'une autre, qu'on veuille ou pas, la HAC a l'obligation de veiller sur les journalistes du service public et du secteur privé, tant de l'analogique que du numérique. Donc, il faut beaucoup de moyens à la HAC pour que la HAC puisse mieux réguler les médias et surtout les médias en ligne. Les médias en ligne aujourd'hui, ce qui se passe, c'est un autre monde là-bas. Ce n'est pas les organes de presse classiques que nous savons et que beaucoup sont souvent abonnés. Aujourd'hui, c'est la presse en ligne. Et ce qui se passe en matière de presse en ligne, le respect du code de déontologie pose toujours problème. Donc, il faut des formations et des formations. C'est vrai. Aujourd'hui, des gens pensent que quand on a un ordinateur portatif ou Android, on connaît déjà journaliste citoyen. Des gens sont même allés jusqu'à trouver l'expression où on parle de journaliste citoyen. Je dis non. La formation aujourd'hui doit être prioritaire pour la HAC. Et la HAC, il faut beaucoup de moyens pour que la HAC puisse réussir sa mission. Sans les moyens, on ne peut absolument rien faire. Donc, je trouve décent que la HAC ait même demandé et formulé une demande additionnelle de ressources de 600 millions de francs CFA, nonobstant que le cadrage budgétaire a déjà fixé plus de 3 milliards de francs CFA à la HAC. Donc, je pense que il faut beaucoup de moyens et plus de moyens à la HAC pour que la HAC puisse réussir sa mission. Écoutez, depuis 8 ans, la presse, d'une manière ou d'une autre, ne bénéficie plus de l'aide de l'État à la presse. Donc, je pense quand même que si la HAC, dirigée aujourd'hui par Édouard Locaux... En 2024, la dotation était de 2,3 milliards de francs CFA. Tout à fait. Vous savez, en 2024, la dotation était plus de 2 milliards. Mais malgré ces 2 milliards, est-ce qu'il n'y a jamais eu l'aide directe ou l'aide indirecte dans un organe de presse? La réponse est non. Non, je l'affirme parce que je suis patron de presse. Et ce que je dis, c'est universel. Il n'y a pas cet organe de presse qui est bénéficié depuis 8 ans, je le dis, et personne ne me dira le contraire. Il n'y a pas cet organe de presse qui a bénéficié depuis 8 ans que le président Patrice Talon est là, de l'aide de l'État à la presse. Écoutez, c'est vrai que le chef de l'État a voulu mieux faire en voulant qu'on ne parle plus de l'aide de l'État à la presse, mais qu'on parle d'une subvention directe et qu'on parle d'une régie financière. On a voulu que c'est un organe soit en bonne forme mis en place, mais ça n'a jamais été réalisé. Donc c'est un peu ça. Je pense que la HAC de Édouard Locaux a fort à faire. C'est le début et je pense que cette HAC ne peut pas échouer. Raison pour laquelle moi je demande à ce qu'on mette assez de moyens, énormément de moyens à la disposition de la HAC dirigée aujourd'hui par Édouard Locaux pour que les journalistes soient davantage bien formés, pour que les journalistes bénéficient de leurs droits, pour que les journalistes jouissent de leur travail. Nous n'avons pas fait le vœu de la pauvreté. Je pense quand même que nous sommes des professionnels et malgré que nous ne bénéficions plus de l'aide de l'État à la presse, nous faisons convenablement et très correctement notre devoir, notre travail. Nous servons le peuple béninois et nous sommes fiers de l'affirmer. Merci à vous, Adrien Tchomako. Je me tourne vers vous, Théodule Roussa. Comment s'assurer que la HAC puisse répartir convenablement ces fonds pour qu'on puisse constater réellement sur le terrain en 2025 que les médias se sont vraiment modernisés? Merci Maëlle. Je voudrais d'abord remercier
le chef de l'État, le président Patrice Talon, d'avoir vu juste en nommant à la tête de cet organe un homme de la presse, un responsable de la presse, M. Édouard Locaux, que je salue au passage. Eh bien, je pense que c'est vrai que ce n'est pas la première fois. Il y a eu des journalistes qui étaient à la HAC, mais Édouard Locaux est différent en ce sens qu'il a été patron de presse. Et donc, il connaît le problème de la presse. Et moi, en le voyant à la tête de cet organe, j'ai dit, et voilà, le président Patrice Talon est en train de lancer là un chantier. Un grand chantier en termes de réforme de la presse béninoise, de tout ce qui est média. Et ça me réjouit. J'ai vu que ça a démarré. D'ailleurs, à écouter, à suivre le président Édouard Locaux. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes face à de très grands défis. Avant de parler de l'aide, d'en venir à votre question, Maël, il y a de grands défis qui se présentent à la presse béninoise aujourd'hui. Vous savez, mes précédents, Julio Tometi et Adrien Tchomakou, l'ont évoqué. Il s'agit de l'avancée, de l'évolution, cette propulsion fulgurante qu'on constate au niveau du numérique aujourd'hui, avec cette floraison. Je donne par exemple des télévisions en ligne et des radios en ligne. C'est un véritable problème en tant que quoi? En tant qu'élément ou bien situation qu'on pourrait bien canaliser. Bien canaliser, ça nécessite des moyens. Ça nécessite beaucoup de choses. Et l'ARAC en est conscient et a présenté, selon le cadrage du ministère des Finances, ce budget évalué à plus de 3 milliards, 100 millions et quelques. Alors, c'est vrai, l'aide de l'État à la presse, ça fait 9 ans que ça a été suspendu. Et là, je saute sur l'intervention de Adrien Tchomakou qui dit la suspension de l'aide de l'État à la presse, c'est fait à dessein, pour ma part. Le président Patrice Talon, à un moment donné, a voulu voir clair un peu dans l'organisation comment est-ce que cela se gérait. Est-ce qu'il faut continuer dans cette lancée tel que ça se gérait, l'aide de l'État à la presse par le passé? Est-ce qu'il faut continuer ici ou il faut véritablement revoir les choses? Ce sont de grands chantiers, de grandes questions qui se posaient. C'est pourquoi le chantier de la réforme de la HAC est démarré. Et il faille prendre du recul et voir comment réorganiser. Et si le président de la HAC, M. Édouard Locaux, est allé jusqu'à dire peut-être d'ici la fin de l'année, de cette année ou 2025, il y aura quelque chose, c'est dire que tout est en de très bonne voie. Nous savions par le passé comment est-ce que tout ça se gérait. Il y a des répartitions en fonction des critères bien déterminés que la RAC avait fixés pour que les organes qui sont véritablement dans leur droit, c'est-à-dire qui fonctionnent normalement, que ce soit en parution, que ce soit je dirais, en fourniture de programmes pour les radios et télévisions et autres. Je crois que cette répartition en son temps, si cette aide tombait, comme beaucoup le souhaitent d'ailleurs, les critères seront clairs et on verra dans quelle proportion et à qui donner quoi et combien et comment ça va se passer. Le plus heureux, c'est qu'il y ait une prise de conscience, qu'on sache aujourd'hui qu'il y a de très grands défis. Le numérique est en train d'évoluer, tout se passe très vite. Adrien a parlé tout à l'heure des citoyens journalistes. Oui, ce sont je dirais, des travers du métier qu'il faut corriger et qu'il faille corriger, absolument. Parce qu'il faut savoir qui est qui et qui est quoi. C'est vrai qu'en notre sein, au sein de la presse, il y a des choses beaucoup à revoir. Il y en a qui n'ont pas été formés, qui ne sont pas journalistes, mais qui s'affichent comme des journalistes et qui ne savent pas faire le travail. Le code numérique étant là, le code de la déontologie, de l'éthique et de la morale de la presse est là. C'est des choses qu'il faut vraiment, sur lesquelles il faut revenir pour nous, les journalistes. Nous, autant qu'ils sont, presque tout le monde n'a pas pris cette habitude de lire, de relire le contenu de ces différents tests
qui régissent. Je crois que tout ça constitue les grands chantiers sur lesquels la RAC du président Édouard Loko va devoir travailler, et j'en suis convaincu, c'est un homme du métier, il s'y connaît, il sait ce qui s'y passe et sait par quel bout prendre. Juliette Mété, je me retourne vers vous. Le président a justifié sa demande par un contrôle rigoureux des contenus médiatiques. Est-ce à dire que la presse telle qu'elle fonctionne aujourd'hui ne répond pas aux normes de la RAC? On ne peut pas le dire très exactement, parce qu'il faut dire que les faits précèdent pour la plupart les mesures qui tendent à réguler. Donc il faut peut-être un comportement ou des comportements anormaux ou quelque peu déviants, d'accord, pour que l'autorité de régulation vienne mettre en place des mécanismes qui permettent en fait de pouvoir les solutionner. Donc pour dire en fait, vous savez, comme je le disais tantôt, dans tous les domaines, il y a des écarts. Et c'est la raison d'être même de l'autorité de régulation qu'est la RAC, parce qu'on sait que forcément, il doit en avoir. Et surtout lorsque nous venons dans le domaine du numérique, qui est, comment dire, une sorte d'espace de liberté retrouvé tant pour les citoyens que pour les journalistes, et entre griffes, au milieu de ces deux-là, ceux qui se proclament journalistes, que Adrien a appelé le journalisme citoyen, d'une certaine façon, pour donner en fait une connotation citoyenne à l'activisme journalistique qui ne devrait pas l'être. Donc, fort heureusement, il faut quand même reconnaître que en fait, ça a déjà commencé, le travail de régulation, de contrôle, d'orientation. Qu'ils vous souviennent, il y a quelques mois, juste après, comment dire, un peu après l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'institution, il y a eu une formation dont nous avons entendu parler, notamment à l'endroit des promoteurs des médias en ligne, sur le respect des cahiers de charges, sur le respect des contenus par rapport aux orientations du cahier de charges et les mesures d'ordre administratif auxquelles ces médias-là sont soumis. Je disais tantôt que l'institution aussi aura besoin de s'armer fortement. Je pense que ça va commencer. J'ai entendu, par exemple, le président dire qu'il sera mis en place, par exemple, un site Internet qui permettra, par exemple, aux citoyens de pouvoir faire des plaintes ou des dénonciations directes, qui permettra aussi aux promoteurs des organes de transmettre à l'institution leur contenu périodiquement. Ça veut dire quoi? À partir de ce moment-là, c'est-à-dire leur contenu en version numérique. À partir de ce moment-là, l'institution peut, sur la base de ces contenus, faire une analyse globale et qui va déboucher sur peut-être des rapports synthèse, que ce soit peut-être mensuellement, trimestriellement ou semestriellement. Ce qui permet d'orienter au mieux, en fait, le rôle de régulation de l'institution. Et je pense, en fait, qu'ils ont pris le bon bout, former, mettre en place les mécanismes. Maintenant, ceux qui vont chercher à aller au travers, en fait, de ces mesures mises en place, véritablement, nous en avons déjà vu au niveau de la RAC. Quand la RAC veut être sévère, il l'est véritablement. Et donc, alors que ce n'est que dans la sévérité, d'une certaine façon, qu'on peut amener les uns et les autres à plus de professionnalisme. Et donc, c'est justement pour, surtout en tenant compte de la délicatesse du rôle de la presse dans le fonctionnement institutionnel, dans comment dire, l'enracinement de la démocratie, de l'état de droit et de la paix, de la cohésion sociale, il y a vraiment lieu à ce que un regard particulier soit porté, notamment sur les médias en ligne, pour lesquels les déviances, tous les jours, nous-mêmes, nous pouvons le constater en tant que citoyens. On n'a même pas besoin d'être, comment dire, Édouard Loko, d'accord, pour se rendre compte. On le constate quotidiennement. Et donc, on ne peut que se remettre au régulateur qui est la RAC en cette matière. Sur la question du financement, je veux dire deux mots. Deux mots en ce sens que l'augmentation du budget, d'accord, de la RAC, c'est pour le fonctionnement de l'institution. Ça n'a rien à voir avec l'aide de l'État à la presse. Entendons-nous sur ça. Secondo, vous savez, toutes les voies de, comment dire, volatilisation de nos ressources, vous devez vous rendre compte que dans plusieurs secteurs, artisanat, culturel et autres, à partir du moment où on a constaté qu'il y a détournement, que les fonds ne servent plus véritablement
à l'objet pour lequel ils ont été mis en place, il faut suspendre. Il faut mieux penser. Il faut mettre en place un mécanisme qui permet de contrôler où vont les ressources mises en place. Est-ce que les ressources répondent véritablement à l'objet pour lequel elles ont été mises en place? Et donc, je pense aujourd'hui, avant de revenir à ça, il faut créer le cadre. Il faut créer le cadre. Sinon, lorsqu'on met les ressources sans que les arbitrages, le cadre formel n'a pas été mis en place, nous risquons de retomber dans les mêmes travers. Et ce sont nos ressources, ce sont nos contributions citoyennes en matière financière qui se trouvent être, détournées ou orientées dans le sens où cela ne devrait pas l'être. Merci à vous, Julio Tometti. Adrien Tchomakou, à la lumière des critiques concernant l'indépendance de la RAC, comment peut-elle renforcer son autonomie vis-à-vis de la presse politique, si je peux m'exprimer ainsi? Quand vous parlez de l'autonomie de la RAC vis-à-vis du pouvoir politique, c'est une équation difficile à résoudre. Parce que notre constitution dit quoi? Les conseils de la RAC sont au total 9. Il y a 9 conseillers à la RAC. Et au nom de ces conseillers à la RAC, nous, professionnels des médias du Bénin, nous avons droit à 3 postes. Le chef de l'État doit envoyer, ça c'est au niveau de la politique, le chef de l'État doit envoyer 3 conseillers. Les députés à l'Assemblée nationale doivent aussi envoyer 3 conseillers. Et ça fait 3, ça fait 9 conseillers au total. Écoutez, avant, on constate toujours que les journalistes ne sont pas fortement représentés. Mais pour cette fois-ci, c'est que non seulement les 3 conseillers qui représentent les journalistes siègent bel et bien à la RAC, constitutionnellement, mais le chef de l'État nous a fait grâce de nommer quelqu'un qui connaissait la maison RAC, qui a été d'abord ancien conseiller, ancien vice-président de la RAC. Vous voyez un peu ce que je dis? Non, en plus de cela, l'Assemblée nationale, qui a envoyé des gens, a encore envoyé, je dirais même, des anciens professionnels des médias. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est pour vous dire qu'on constate aisément que la RAC que nous avons là n'est pas une HAC politique, mais c'est une HAC qui, vraisemblablement, doit répondre correctement aux préoccupations des zones des médias parce que c'est constitué en grande partie des acteurs des médias, des anciens journalistes, un avocat par exemple, très bien chevronné, qui a l'amour de la presse. Madame Maëlle, vous savez, je l'ai dit à l'entame de mes propos que la RAC a bel et bien 2 rôles phares. C'est d'abord de protéger tout professionnel des médias du Bénin. Beaucoup ne perçoivent pas ce rôle de la RAC et c'est son second rôle qui est bel et bien de réguler la presse. Vous savez, aujourd'hui, quand nous parlons du numérique, c'est le numérique qui pose beaucoup de problèmes à la RAC. Parce que le numérique, écoutez, c'est vrai, je ne suis pas du tout en train de minimiser les journalistes qui excellent dans le numérique. Bien au contraire, je suis en train de les encourager, je suis en train de les féliciter et je demande à ce qu'ils fassent plus de professionnalisme. Le numérique aujourd'hui prend de l'ascension sur l'analogie. Et pour contrôler le numérique, la meilleure solution pour la RAC, c'est de prévenir les dérives. Et pour prévenir, c'est de renforcer les formations, d'intensifier les formations. Disons la vérité, quand nous prenons la mandature passée de la RAC, il n'y avait pas eu assez de formation à l'endroit des professionnels des médias du Bénin. Que nous laissons de côté le numérique, même ceux qui sont dans des organes de presse classiques n'ont pas pratiquement bénéficié pendant que ce soit formation, recyclage, même des formations diplômantes. Formation diplômante, ça a été supprimé depuis 5 ans. Vous voyez un peu ce que je dis? Nous, on en a bénéficié des formations diplômantes. Et je profite de votre
Canard pour féliciter, saluer l'un de mes professeurs, Maforikan Agapit, qui nous avait encadrés. Voici des valeurs. Edouard Loko, qui aujourd'hui est le président de la RAC, fait partie des instructeurs. C'est de ça qu'il est question. Donc je pense quand même que si Edouard Loko... Monsieur Adrien était à la bonne école. Ah oui, C'est ce qu'il veut dire. il faut le dire, il y a 23 ans, c'est celui que j'appelle toujours mon parrain, Maforikan, qui m'a dit, Adrien Tchomakou, je vais me rapprocher de Malik Gomina pour que tu puisses travailler avec lui. Et c'est lui qui continue de me former. Et je ne cesse de recevoir de très bonnes formations de la part du consultant média Maforikan Agapit. Donc ça, c'est une parenthèse. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Aujourd'hui, nous sommes tous unanimes que toute formation égale aux moyens financiers, aux moyens matériels, aux moyens didactiques. Et pour que la RAC puisse être à la hauteur de l'enjeu, il faut obligatoirement que la RAC ait le minimum de moyens. Et c'est en cela que je suis en train d'encourager les députés à l'Assemblée nationale pour qu'ils acceptent la demande du président de la RAC, Edouard Loko, de lui faire compléter une ressource additionnelle de 600 millions de francs CFA qu'il a demandé. Ça dépend du cadre du ministère de l'économie. Ça ne Non, dépend pas forcément des députés. Bon, je comprends ce que vous dites, et même si les cadres du ministère de l'économie acceptent et que les députés n'acceptent pas, ça ne passerait pas. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est une complémentarité. Je pense que le chef de l'État est à l'écoute, le ministre de l'économie et des finances est à l'écoute, encore que les journalistes ont été lésés pendant plusieurs années, et je pense quand même que l'heure a sonné pour que nous reprenions autrement, pour que on nous fasse des recyclages afin que nous n'oublions pas ce que nous avons appris dans des écoles. Merci à vous, Adrien Tchomakou. Je me retourne vers vous, Théodule Roussa. Alors, suite au propos d'Adrien Tchomakou, la RAC n'est pas forcément politisée. Qu'est-ce que vous répondez? Oui, avant d'en arriver là, permettez, Maël, d'embrayer un peu sur la question du contenu. Parce que là, il s'agit du contenu des programmes par les organes, les uns et les autres. Je crois que c'est un problème vraiment essentiel aujourd'hui, le contenu, parce que vous avez vu, il y a l'immigration vers la TNT. Aujourd'hui, nous sommes avec la TNT et presque tous les organes sont évalués en fonction du contenu du programme présenté. Je sais, et nous le savons tous, que ce n'est pas facile. C'est pas facile pour les chaînes de télévision de présenter les programmes. Ça nécessite beaucoup de moyens, beaucoup d'énergie. En tout cas, c'est de grands moyens qu'il faut. Et pourtant, un peu comme ETélé qui s'évertue au quotidien à présenter un programme assez intéressant aux téléspectateurs qui sont aujourd'hui exigeants. Un peu comme par le passé, et ça me rappelle la RAC de regretter Clément Renaudin, où tout était suivi, où il y avait un mini-tribunal qui était instauré à la RAC et les déviances étaient décriées. Chaque responsable d'organe où il y avait des dérapages venait plancher et il y avait des sentences qui sortaient. C'est vrai que ça, à un moment donné, beaucoup ont critiqué cette façon de faire. Dans le même temps, ça avait apporté un plus au comportement et même au programme de ces chaînes de télévision où on sent qu'on est suivi, et il y a de la rigueur. Aujourd'hui, cette rigueur a continué. Au regard de la manière dont les choses sont gérées aujourd'hui au sommet de l'État, c'est vrai, il y a de ces dérapages, il y a de ces déviances, mais il faut comprendre que c'est toujours surveillé de très près. Même pas les responsables de ces différents organes-là, avant que les téléspectateurs ou au plus haut niveau, ça ne soit vu. Je crois que le contenu, les responsables des organes sont conscients, que ce soit les presses en ligne, etc., sont conscients aujourd'hui qu'il faut, c'est pas pour rien qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Et tout le monde court vers le nombre de vues. Le nombre de vues, c'est ça qui vous donne une audience
bien respectée. Je crois que, comme par rapport à votre question, l'exigence qu'il y a aujourd'hui, c'est que nous devons présenter un programme vraiment intéressant pour permettre à la RAC aussi d'évoluer. Tout ça nécessite des moyens, que ce soit au niveau de ces organes-là qu'au niveau de la RAC. Maintenant, parlant de la question, répondant à la question où la RAC, elle est politisée, moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que la RAC soit aujourd'hui politisée. Et ça, nous n'allons pas, nous sommes des journalistes et nous prenons du recul par rapport, nous analysons les faits de façon vraiment professionnelle, pas comme le citoyen journaliste de la rue, pour utiliser l'expression d'Adrien qui parle de citoyen de la rue. Nous, non. Mais nous n'allons pas comprendre les choses un peu comme ceux qui sont dans les rues. La RAC aujourd'hui politisée, non, mais il y a des tests qui régissent la RAC. C'est ce qu'il faut faire comprendre à l'opinion publique. Oui, au fait, c'est ce que je veux dire. Parce que c'est le président qui nomme le premier responsable de la RAC. On pense que le président de cette institution serait au service du président de la République. Non, les tests sont clairs et chacun est dans son rôle. Le président, il y a eu certaines situations pour lesquelles le président de la RAC, M. Edouard Loko, a dit ne pas en être informé, mais maintenant qu'il est là, il est informé et tous ces problèmes-là seront réglés de façon progressive. Rien ne sera laissé en rade. Je crois qu'il va falloir que nous-mêmes journalistes, qu'on travaille à corriger ce cliché que la population est en train de ventiler, de trimballer, de colporter, soi-disant, qui dit que la RAC est souvent politisée. Moi, je ne crois pas. Et si chacun faisait son travail de façon normale, on n'arriverait pas là. C'est le fait de ne pas chercher des subterfuges, de chercher des contournements qui amènent certains à penser que la RAC est politisée. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors, si chacun faisait son travail, on en arriverait par là. Julio a quelque chose peut-être. C'est pas moi qui dirige le débat, mais j'ai vu Julio. Allez-y, Julio. Merci Théodule. J'ai deux mots. C'est vrai, quand vous voyez la RAC, certaines mandatures, le statut des personnes, il y a beaucoup de professionnels de médias, en grande majorité. Mais il ne faut pas manquer de remarquer que la RAC se trouve toujours être quelque peu assujettie aux politiques dans sa composition, que vous le veuillez ou pas. Puisque, qu'ils vous souviennent qu'à la faveur de la réforme, même de la Constitution, et plus récemment encore de la loi organique sur la RAC, la question était revenue. J'ai entendu des journalistes dire qu'il faut libérer la RAC. Il faut libérer la RAC dans sa composition des acteurs politiques, ou de la prépondérance, en fait, des acteurs politiques. Et donc, qu'on le veuille ou non, d'accord, de point de vue fonctionnel, dans la désignation, la RAC est quelque peu liée. Mais c'est la RAC, dans son fonctionnement, qui doit travailler à gagner en crédibilité d'une certaine façon. Et donc, c'est du rôle, en fait, du président et des conseils de la RAC de travailler dans le sillage de la loi organique, de ce que la Constitution leur a conféré, pour gagner aux yeux du public ou aux yeux des journalistes la crédibilité nécessaire pour se départir quelque peu de, de ce sentiment que le citoyen peut avoir de ce que, en voyant de loin la composition telle que c'est, on a raison de penser que la race peut être soumise. C'est un débat. Donc, je pense, en fait, et lors des révisions, ça revient souvent, que cela ne vous échappe pas, que ça revient souvent. D'autres sont allés carrément dire, on ne peut pas continuer, d'accord. Est-ce qu'on ne peut pas faire, en fait, une désignation ou une élection du président de la RAC au sein des conseillers? Est-ce qu'on ne peut pas enlever le rôle, de nomination du président de la RAC, pas le président de la République d'une certaine façon? Donc, il faut dire, en fait, les choses telles qu'elles sont pour dire. Le débat reste posé. Et comme je le disais tantôt, l'essentiel, en fait, c'est dans le travail. Est-ce que lorsque nous prenons un peu de recul, que nous analysons, en fait, ce que fait le RAC en termes de préservation de la liberté de la presse et en termes de régulation, est-ce que c'est en adéquation avec, en fait, les aspirations des journalistes? Est-ce que c'est conforme à la Constitution d'une certaine façon? Donc, le débat reste tout entier. Et donc, ça dépend de la responsabilité de chacun en cette matière-là. Et donc, j'insiste pour dire, la RAC doit travailler à gagner
en crédibilité et en notoriété. Je reste avec vous, Julio Tometti. Nous allons étendre la responsabilité des médias sur des cas sociaux palpables. Récemment, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a rencontré les responsables de la police républicaine au sujet des bavures policières. Quelle est la responsabilité des médias dans la divulgation et le traitement de ce genre d'informations? D'abord, deux choses. Qui vous souvient, il y a quelques semaines ou environ un peu plus d'un mois, en fait, c'est notre regard, ça. Chaque fois quand la RAC, je laisse d'abord le ministre de l'Intérieur, chaque fois quand la RAC rentre dans son rôle de prévention, d'abord, c'est même pas de prévention, tout de suite on a l'impression que, voilà, on veut faire obstacle à la liberté de la presse. Qu'il vous souvienne qu'il y a quelques semaines, le président de la RAC, ou la RAC, a fait convoquer 2 journalistes de médias en ligne, 2 dames, réputées pour ce qu'elles font. Et tout de suite, il a fallu même une simple convocation de dire, nous ne savons pas trop le contenu, de venir s'expliquer sur un certain nombre de contenus ou la manière dont l'information a été traitée. Il a suffi d'une simple convocation pour qu'on lise de part et d'autre que voilà, on veut les conditionner, on veut les embrigader, on ne veut pas leur laisser les coups de franche pour faire leur travail. Alors que c'est l'autorité de régulation qui voit ce qui se passe et voit l'effet que ça pourrait entraîner demain. Et donc, lorsqu'on ne joue pas ce rôle de prévention, c'est là, en fait, les dérives auxquelles nous assistons dans le traitement de l'information. Qu'il vous souvienne, dans ce pays, avec les médias en ligne, que des médias en ligne aient divulgué, alors que l'information n'était pas vraie, que quelque part, dans le septentrion, il y a eu un certain nombre de décès dus à des incursions djihadistes, et ça a créé en fait la débandade, la peur, un sentiment d'insécurité. Il y en a même qui ont envisagé de quitter en fait la localité. Imaginez un peu ce que cela pourrait engendrer lorsque ces cas-là se multipliaient. Un simple article de presse de quelques phrases peut dramatiser, peut transformer une situation anodine, une situation banale en un grave fait de société. Et donc, c'est sur ça, en fait, que le ministre était revenu par rapport au rôle de la presse et plus notamment, plus précisément, le rôle des médias en ligne. Parce qu'en vérité, c'est quoi? Pour les médias en ligne, ce qui est divisé, c'est que c'est instantané. C'est contraire à ce que nous avions. Il faut venir à tout là, traiter l'information. Oui, ou bien même si il y a une radio, il faut venir en studio, traiter, soumettre ça à X ou Y. Ça, c'est une procédure d'analyse. Mais aujourd'hui, les faits se produisent et l'information vient instantanément. À partir de ce moment-là, comment peut-on contrôler en fait les essais? Parce que lorsque l'information est balancée, c'est difficile de pouvoir la rattraper d'une certaine façon. Tous les éléments qu'on fait pour peut-être, comme vous aimez le dire à votre truc là, droit de réponse, tout là, ne permettent généralement pas en fait de corriger, ne permettent généralement pas de rattraper. Donc, comme le disions tantôt, nous revenons en fait à la même définition, au même concept de responsabilité dans le traitement de l'information, notamment par rapport à comment dire, aux médias en ligne dont nous sommes en train justement de parler. Vous faisiez bien de parler d'excès, Adrien Tchoumakou, tel qu'on traite l'information, par exemple, des bavures policières. Tout de suite, on pense seulement aux sanctions adressées aux policiers, mais sans parler de la responsabilité des citoyens. Est-ce que ce n'est pas le rôle des médias d'équilibrer l'information? Madame Maëlle, vous savez, je vais vous donner un exemple terre à terre. Le quotidien de Ménotin Fraternité. Fraternité qui est en train de célébrer ses 25 ans d'existence. Ce n'est pas de la publicité, c'est une réalité. Oui, allez-y. Depuis 25 ans, ce journal, par exemple, n'a jamais été condamné par la justice béninoise. C'est pour vous dire quoi? Le sérieux qu'il y a. Sur vous ici, je n'ai pas connaissance de ce que vous avez été condamné ou suspendu par la justice ou par la HAC. Ça veut dire que vous faites du professionnalisme. Ah oui, c'est de ça qu'il est question. Parce que on est journaliste, mais on est journaliste de quelle facture? C'est la véritable préoccupation. Si vous, depuis votre existence jusqu'à ce jour, on peut vous assigner. Ah oui, à Fraternité, nous, on nous a plusieurs fois assignés, mais on a toujours remporté l'assignation au tribunal. C'est ça. Il faut toujours chercher à équilibrer l'information.
C'est le b.a.-ba. C'est la moindre des choses. Tout part de là. Information équilibrée, information vérifiée. Vous devez vous assurer qu'il y a la certitude de ce que les faits sont sacrés. Avant de faire des analyses, des commentaires. Donc, tout part de là. Je pense quand même que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que le numérique, je ne dirais pas que le numérique est dangereux, mais le numérique est vraiment difficile à contrôler. Et c'est pour ça que la HAC doit miser beaucoup sur la prévention, sur les formations. La HAC doit anticiper. Et pour faire ce travail, il faut des moyens. Le problème, c'est très simple. Votre préoccupation, vous avez parlé tout à l'heure de quelque chose là, je ne sais pas si vous me le rappelez rapidement. La politisation de la HAC. Par rapport à la politisation dont on parle, si je dois placer un mot, je pense que les HAC passés ont été politisés d'une manière ou d'une autre. Mais la HAC que nous avons là maintenant, vous en avez la preuve, M. Adrien. Écoutez, la preuve est là. Si vous voulez, je vais vous donner des exemples. Politisé, est-ce que... Parce que, la HAC que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Oui, d'accord. Ce n'est pas le cas, d'autant plus la que... certitude. Moi, je ne défends aucune mandature présidente. Oui. Mais attention, on dit que les vous voulez que j'aille plus loin par rapport aux autres. Politisés. Non seulement les HAC passés ont été politisés. Un exemple, par exemple. Un exemple de la politisation d'une HAC. Je prends le quotidien Le Béninois Libéré, qui avait été condamné par une HAC. Et le journal a été mis sous scellé pendant 5 ans. C'est sous Boniaï. Vous voyez un peu ce que je dis? Et finalement, la justice a donné raison à cet organe de presse. Vous voyez le sérieux dont on parle? La justice a félicité cet organe de presse et il a été demandé à ce que les scellés soient enlevés. 5 ans plus tard, les jeunes qui étaient en fonction des employés des journalistes, pendant 5 ans, ils ont une famille. Ils doivent nourrir leur famille, ils doivent manger. Le patron de cet organe de presse, tu es en location. C'est des charges incompréhensibles. Donc, c'est pour vous dire quoi? Des vrais journalistes, il y a des journalistes avérés qui vont toujours continuer à défendre les valeurs démocratiques de notre pays. Quoique cela va leur coûter. C'est pour dire que la HAC de Édouard Loko a beaucoup à faire. Cette HAC doit relever de très grands défis. Les défis sont énormes. Et en matière du numérique, ce n'est pas encore ça. Je suis en train de voir Édouard Loko venir. Mais le chantier est vraiment dense. C'est vrai que Édouard Loko a déjà tendu une main aux associations fêtières de la presse béninoise et il est allé même jusqu'à dire, je parle de la HAC est allée même jusqu'à demander à aller à une co-régulation avec l'ODEM, ce qui est une très bonne chose. C'est des choses à encourager parce que même si vous allez à la justice, vous allez au tribunal, c'est sur la base du code de l'information et de la communication et bel et bien le code de déontologie que les journalistes sont poursuivis. Et vous allez me permettre d'embrayer sur la délicatesse de certains articles du code du numérique, puisque nous parlons du numérique aujourd'hui. Et qu'on veuille ou pas, d'une manière ou d'une autre, des magistrats appliquent le code du numérique à certains professionnels des médias. C'est ce que nous sommes en train de condamner. C'est ce que nous ne voulons pas. Parce que le code du numérique est très sévère. C'est le plus dangereux code du numérique que nous avons dans la sous-région. Et je ne cesserai de le dire. Et je pense que Édouard Loko a compris. Et avant la fin de son mandat, avec son engagement, avec sa détermination et de voir surtout les journalistes s'améliorer, le code du numérique ne sera plus appliqué aux professionnels des médias. Ce code ne sera révisé même complètement pour que les choses soient très bien claires. Merci à vous, Adrien Tchomako. Théodule, vous voulez? Monsieur Adrien. Non, c'est la vérité. Vous savez que... Est-ce que vous savez que c'est le code numérique qui avait fait envoyer 2 journalistes en prison il y a quelques années? On le sait.
Alors, donc, si la dépénalisation de la presse est une réalité en République du Bénin, ce n'est pas un code du numérique que plus d'un ne maîtrise pas. Même, excusez-moi du peu, certains magistrats n'ont pas une très bonne connaissance du code du numérique. Et je dis, le code du numérique ne doit pas être appliqué aux journalistes. Là, Adrien, Non, nous n'allons pas... Non, je retire mes mots. Je retire mes mots. Voilà, retirez. Je retire. Ils vont me retirer. Les magistrats me pardonnent, oui. mais la réalité est là. Oui. Oui, mais la réalité est là. Oui. Le code du numérique ne doit pas être appliqué aux journalistes, mais malheureusement, à des moments donnés, parce que le journal qui est sorti en version tabloïde, c'est-à-dire en version papier, se retrouve sur Internet, sur les réseaux sociaux. On estime que c'est une presse en ligne. Encore qu'une presse enregistrée, que la presse soit en ligne ou pas, on ne doit pas lui appliquer, on ne doit pas appliquer aux responsables de ces organes le code du numérique, mais bel et bien, on doit leur appliquer le code de la déontologie et le code de l'information et de la communication. Est-ce que disent les textes? D'accord. Maël, si vous me permettez permettez... de féliciter, de remercier les magistrats qui ont compris l'enjeu, parce qu'à un moment donné, toute la presse s'est levée comme un seul homme pour implorer la clémence des magistrats et demander que le code du numérique ne devrait pas être appliqué aux journalistes. Et les magistrats nous ont écoutés, ils ont laissé ces deux journalistes. Donc je pense que c'est déjà bien qu'en République du Bénin, aucun journaliste n'est en prison pour délit de presse. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Parlant de la responsabilité de la presse dans tout ce qui se passe aujourd'hui, il faut reconnaître qu'on en fait un peu de trop par moment. Ça, il faut le dire. Parce que la manière dont surtout, oui, puisque c'est aujourd'hui, ça dit, je dirais, c'est la nouvelle technologie. Vous avez n'importe qui a l'information que vous balancez, alors que ce que vous balancez est la manière dont vous envoyez l'information, c'est très important. Nous avons un travail à faire à notre niveau. La presse béninoise, la presse face à ces situations devrait jouer le rôle de confiance, c'est-à-dire rassurer les populations, dire les faits qui sont sacrés, dire les choses, mais savoir comment servir, puisque toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Nous ne devons pas chercher du sensationnel, chercher le buzz, chercher à être le premier à annoncer, sans savoir que tout ça, il faut faire très attention. Quand on parle de bavure policière, oui, même s'il y a bavure, nous devons savoir comment libérer ces informations. Je crois que nous avons, en tant que presse, en tant que médias, nous avons notre rôle à jouer, un rôle d'assurance, de pouvoir rassurer les populations, les rassurer parce qu'ils nous écoutent, ils nous lisent, les informations sont là, mais qu'est-ce que nous devons prendre? Qu'est-ce qui a servi? Qu'est-ce que nous devons lire? Et qu'est-ce qui est véritablement servi aux populations? Je crois que nous avons ce rôle à jouer, ce rôle que nous appelons de tous nos voeux pour permettre aux populations de ne plus s'affoler parce que nous n'avons pas cette responsabilité, ce devoir d'amplifier les choses. Nous devons calmer les choses, rassurer les populations pour accompagner le travail qui se fait, que ce soit par la police républicaine, que ce soit par le gouvernement, dont la police républicaine est sous sa responsabilité. Monsieur Théodile, madame, vous permettez rapidement. Nous sommes déjà à la fin. Par rapport, vous permettez, par rapport à cette affaire de bavure policière, je pense que le ministre de l'Intérieur ferait mieux de discipliner ces éléments que de s'en prendre aux professionnels des médias. Écoutez, on n'a pas dit ça. le journaliste a l'obligation d'informer la population. C'est notre rôle premier. On parle du traitement de l'information. Le ministre ne s'est jamais attaqué aux hommes des médias. Non, ça n'a pas été... Il fera mieux de ne pas vous l'avez vu, la réunion qu'il a eue avec le haut commandement policier au Bénin, c'est toujours pour mettre de l'ordre parce que tout le monde est conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un peu comme ce que nous avons au sein de la presse aussi. Il y a des bavures, il y a des essais.
il y a des déviances. La presse béninoise se porte mieux, même si Elle elle se n'a pas les portera moyens. toujours mieux. Merci à tous, merci à vous Adrien Tchomakou, Julio Tometti, merci à vous, Théodule Roussa, merci de m'avoir accompagné. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce débat, c'était la modernisation de la régulation des médias, la RAC et ses priorités face aux défis du numérique. On l'a retenu, la RAC est sur la bonne voie, quoique des défis restent à relever. Merci de nous avoir suivis, retrouvez-nous sur notre site internet www.etelebene.com, notre page Facebook ETélé en direct et via notre application iOS et Android ETélé tout simplement. ETélé avec vous, pour vous, merci.